Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et cette fois-ci nous allons parler plateformes de streaming puisque nous allons faire le bilan d'une série qu'on a suivie ensemble quasiment sur toute la durée de ces épisodes. On avait d'abord fait un bilan de mi-parcours puisque j'étais pas trop sûre de moi sur cette série et j'avais préféré regarder quelques épisodes avant de vous en parler. Et ensuite chaque semaine, donc chaque jeudi, on se retrouvait ensemble pour un avis rapide sur la série dont on va parler aujourd'hui qui est la série Andor, la dernière série de l'univers Star Wars sur Disney+. Ce format sera donc un format chill, je ne vais pas revenir sur tous les détails de la conception de la série, etc. Si vous voulez en savoir plus et avoir une introduction plus concrète du contenu de la série, je vous renvoie vers ma première vidéo. Alors j'y parle rapidement des 6 premiers épisodes puisque c'est un mi-parcours, mais surtout je resitue la série dans l'univers Star Wars par rapport aux films déjà existants, etc. N'hésitez pas, avant de regarder ce bilan, d'aller voir la première vidéo et également les petits avis rapides si vous voulez avoir un retour sur chaque épisode. Bon, ça c'était la très longue introduction, je vous laisse avec le générique et on parle de la série juste après. Alors, Andor est donc la dernière production de la Disney Company dans le domaine de Star Wars. Comme vous le savez, Disney est aujourd'hui à la tête de plusieurs franchises. La franchise Disney principale, la franchise Pixar, la franchise Marvel et également la franchise Star Wars depuis le rachat de Lucasfilm. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, mais depuis le rachat, ils ont principalement sorti des films, puis depuis quelques années, ils se sont lancés dans les séries. On peut noter ainsi la série Mandalorian qui a eu énormément de succès, et plus récemment le livre de Boba Fett ou Obi-Wan Kenobi. Andor, c'est la dernière petite sortie Star Wars de la Disney Company, et c'est une série de 12 épisodes qui a commencé le 21 septembre en lâchant 2 épisodes d'un coup, et qui s'est conclue la semaine dernière, donc jeudi dernier, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, le 23 novembre 2022, par son 12e et dernier épisode. Cette première saison, donc de 12 épisodes, ne sera pas la seule saison de l'univers de Andor, puisqu'il est déjà annoncé que ce sera une série qui sera en 2 saisons, il n'y en aura pas plus, puisque la deuxième saison se termine juste avant le film Rogue One, qui est un film A Star Wars Story, dont la série Andor est le préquel. Si vous souhaitez donc vous binge-watcher la série Andor maintenant qu'elle est entièrement sortie, vous en avez pour un peu moins de 12 heures de visionnage puisque chaque épisode fait entre 45 minutes et 1 heure de durée, ce qui est une durée tout à fait correcte pour des épisodes de série, à l'inverse de durée plus sobre sur certaines séries, Marvel notamment avec la série She-Hulk où les épisodes ne duraient que 20 minutes, là c'est vraiment court. Je trouve qu'une heure ça permet vraiment de se mettre dans l'ambiance quand tu regardes épisode par épisode, par contre c'est sûr que si vous regardez la série en entier, vous en avez quand même pour 12 heures en une seule journée, c'est plutôt compliqué. Derrière cette série, nous avons Tony Gilroy, c'est pas n'importe qui, Tony Gilroy, c'est un réalisateur qui a réalisé pas mal de films, notamment d'action, mais surtout, c'est lui qui a réalisé en 2016 le film Rogue One, dont la série, comme je vous l'ai dit, le préquel. Ça permet donc d'avoir une très bonne unité thématique et scénaristique entre le film et la série qui est son préquel, et donc une sorte de cohérence dans cette espèce de dérivé du dérivé, puisque bon, les Star Wars Story, donc ces espèces de films un petit peu sidekick qui font pas forcément partie des trilogies, c'est déjà des dérivés de l'univers Star Wars, et Andor est un dérivé de Rogue One, donc on est littéralement sur le dérivé du dérivé, mais au moins, c'est un dérivé qui est cohérent avec lui-même puisqu'il est réalisé par une seule et même personne, pensé par une seule et même personne, et ça permet vraiment, et ça se ressent d'ailleurs quand tu regardes la série, qu'il y a vraiment une cohérence et un schéma général où tu sens que on sait vers quoi on te mène, on sait combien il y aura de saisons, on sait combien on aura d'épisodes et on sait exactement où on va. On va aboutir au film Rogue One, donc il y a vraiment toute une conceptualisation qui est portée par Tony Gilroy. Si vous voulez en savoir plus sur les autres productions de Tony Gilroy, j'en ai plus largement parlé dans ma première vidéo, donc je vous renvoie vers celle-ci, et pour le casting ce sera pareil. Je vais resituer rapidement qui sont les différents acteurs en présence dans la série, et notamment ceux qui se sont fait le plus remarquer, mais je vais pas revenir en détail sur la filmographie de chacun, puisque je l'ai déjà fait, et puis comme ça on gagnera du temps sur notre petit bilan. Nous avons donc pour incarner Cassian Diego Luna, qui l'incarnait déjà dans Rogue One. Nous avons également Luten, qui est un membre important de la Résistance, qui est incarné par Stellan Skarsgård. Bix est elle incarnée par Adria Arjona, et j'avais peur que ce soit un personnage qui soit plutôt secondaire, en tout cas dans les premiers épisodes, elle ressortait pas vraiment, mais elle porte vraiment quelque chose dans la série. Dedra Miro, notre membre du BSI de l'élite, est incarné par Denise Koff, et Cyril, que j'ai surnommé le lèche-cul de service, est incarné par Kyle Soller. Fiona Shaw est à l'image le personnage de Marva, qui est un personnage extrêmement important qui m'a beaucoup touchée par ailleurs, mais on va en reparler, et j'adore Fiona parce qu'elle a incarné la mère Dursley dans Harry Potter et je trouve que c'est une actrice qui est vraiment excellente et qui est multiface. Encore quelqu'un qui sort d'une énorme saga, nous avons Andy Serkis qui incarne Kino. Andy Serkis, comme vous le savez, c'est
Gollum, et c'est vraiment également un acteur ultra multiface, avec une très grande capacité d'acting, enfin c'est également quelqu'un que j'aime beaucoup. Pour incarner Saw Gerrera, et qui donc apparaissait déjà dans Rogue One, nous avons évidemment Forest Whitaker. Et la magnétique Mon Mothma est incarnée par Geneviève O'Reilly. Voilà un petit peu pour notre casting. Il y a beaucoup de très belles têtes d'affiche ou d'acteurs qui se sont fait une place et qui ne sont pas vraiment fait connaître par l'univers Star Wars. Alors Diego Luna, oui, particulièrement pour son rôle de Cassian, mais au final c'est pas un personnage majeur de l'univers non plus. Et ensuite on a évidemment des têtes d'affiche et des grands noms de Hollywood. Ils ont réussi à rassembler sur cette série beaucoup de personnages qui sont des personnages secondaires dans le scénario, mais qui sont incarnés par des têtes très fortes et de très bons acteurs. Et je pense que c'est aussi un indicateur, alors attention, c'est pas toujours le cas, mais quand on a des acteurs très importants ou connus et reconnus qui acceptent d'incarner des personnages secondaires, certes on est dans un univers très attrayant comme l'univers de Star Wars, mais ça peut être un indicateur de qualité. Et là pour le coup, j'ai envie de penser que ces acteurs et potentiellement leurs agents ont pu déceler, lorsqu'ils ont lu le scénario, qu'ils ont accepté de participer au casting pour ces rôles, ont pu déceler la pertinence de la série. Alors il est temps de revenir sur la série de façon plus générale que ce que j'ai pu proposer dans les avis rapides et aussi de façon un petit peu plus argumentée. La première chose sur laquelle j'ai envie de revenir avec vous, c'est le générique. Je vous en avais déjà parlé dans mon bilan de mi-parcours, mais mon avis a un petit peu changé. Alors je trouve toujours aussi élégant et aussi classe, franchement, cette apparition là dans les étoiles du cosmos. Puis je trouve que ça représente bien le personnage d'Andor qui est une étoile parmi d'autres, une étoile parmi la galaxie de résistants que compte l'univers de Star Wars, mais il se révèle petit à petit, symboliquement c'est très fort. Mais j'avoue que plus on avançait dans les épisodes, plus je passais le générique. Alors en soi c'est pas non plus mauvais signe non plus, mais c'est vrai que je me suis surpris plusieurs fois à passer et à aller directement au vif du sujet. C'est cool parce qu'il est pas trop long, mais d'un autre côté au bout d'un moment, vous savez dans certains génériques, je pense par exemple au générique de House of the Dragon récemment, il y a un générique dans lequel tu as des indices ou alors qui évoluent d'épisode en épisode. Là c'est toujours la même prise sur les 12 épisodes et c'est vrai qu'une fois que tu l'as vu 6, 7, 8 fois, tu le passes quoi, voilà. Maintenant c'est pas un point négatif, mais disons que au final, une fois que t'as vu les 12 épisodes, le générique n'apporte pas grand chose et tu l'as analysé en 2-2 sur les 2 premiers épisodes et ça s'arrête là. Par contre, ce qui est toujours un énorme point positif et qui a rythmé toute la série et qui a accompagné, on va dire, tout le scénario, c'est les ambiances et les décors que j'ai trouvé ultra charmants, très bien pensés, très beaux. Un côté hyper froid et hyper dur qui est tous les environnements qui sont associés à l'Empire, que ce soit le BSI, que ce soit Coruscant, tous les endroits où sont installés les membres de l'Empire. La prison de Narkina 5, c'est le truc le plus propre, hygiéniste et utilitaire que t'aies vu dans ta vie. La prison dystopique par excellence, avec une dystopie extrêmement rigide, un petit peu militaire. On a quelque chose d'extrêmement ordonné. Ça fait partie de toute l'iconographie de l'Empire d'une manière générale dans la saga Star Wars et d'autant plus dans cette série, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien travaillé visuellement. Au-delà de ce qu'on sait du fonctionnement de l'Empire, on a vraiment toute une construction des environnements où évolue l'Empire, que ce soit le BSI, etc., qui est ultra froid, ultra utilitaire et ultra carré et ça transpire vraiment quand t'es dans ces différents environnements. Et à l'inverse, les environnements de la résistance, c'est les petites ruelles un peu sales, il y a quelque chose d'un petit peu prolétaire, il y a quelque chose d'un petit peu débrouille, vous voyez. Pareil, c'est l'iconographie qu'on associe à une résistance. La résistance, ça se fait un peu en secret, entre deux ports, environnements un petit peu défavorisés parce que moins t'as à perdre, plus t'es prêt à t'engager. C'est des gens qui n'ont rien à perdre parce qu'on leur a tout pris, tout simplement, et parce qu'ils sont dans le dénuement. Ça aussi, je trouve qu'ils l'ont très bien transmis. En plus, on a de superbes paysages, on a à la fois des paysages naturels et des paysages numériques qui sont superbes et qui se marient très bien les uns avec les autres. On n'a pas un usage du fond vert qui est orgiaque, et ça c'est cool aussi parce que quand il y en a trop quoi. Mais il y a des effets spéciaux, on va en reparler un peu après, donc franchement, plus que ravi de ces décors et de ces ambiances qui nous ont décrites. En fait, ça pose un cadre hyper solide et hyper visuel pour ensuite construire le scénario et c'est très important. Autre point super positif, les costumes. Alors, les costumes, c'est pas spécifique à cette série Andor, c'est spécifique à tout l'univers Star Wars. Le monde du costume dans Star Wars est d'une part extrêmement cohérent d'un film à l'autre ou d'une série à l'autre, et ça c'est super, parce que ça fait vraiment un marqueur fort. Quand t'es pas plongé à fond dans l'univers de Star Wars au max du max, c'est très difficile de te repérer. Donc il faut qu'il y ait quand même une sorte de cadre général, et une sorte de cadre qui soit toujours présent pour que tu te sentes à l'aise et que tu sois comme à la maison. Et là, t'es comme à la maison. Uniforme de l'Empire, Empire. Uniforme de gens qui ont l'air de ramasser des trucs dans la forêt, forêt. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. On a en soi un concept un petit peu nouveau. On a quelque chose d'un petit peu plus proche de la
Terre au final. La planète où vit Cassian à la base est une planète minière de petits ouvriers, c'est quelque chose de très terrestre, je trouve. Moi ça m'a pas particulièrement gênée, je sais que certains ont été gênés du manque de spatialité, de différence par rapport au monde terrestre. Moi personnellement ça ne m'a pas gênée, c'est vivant. Cet univers est fourmillant et on a la froideur et la rudesse des costumes et des environnements de l'Empire et on a le fourmillement et le plein de vitalité des environnements et des costumes de la Résistance avec beaucoup plus de différence, beaucoup plus d'individualité dans les vêtements. Et autre point qui est très important, tout ce qu'ils ont développé autour de Mon Mothma, donc la sénatrice, où on voit ce style un petit peu japonisant d'ailleurs, qui vient de la planète d'où elle est originelle. Et là encore, il y a quelque chose d'assez cérémonieux, cérémonial, que j'ai trouvé sympathique. Enfin bref, très très bonne définition du cadre visuel de la série, que ce soit les costumes, les ambiances ou les décors. J'en viens aux effets spéciaux, qui sont pas ultra présents. Enfin, il y a pas mal de fond vert. Et d'ailleurs, il est agréable de savoir qu'ils utilisent uniquement du fond vert et pas leur fameuse technologie qu'ils appellent en volume. Vous savez, c'est cette technologie qu'ils ont beaucoup utilisée pour Mandalorian et récemment pour la série 1899 avec l'écran de LED tout autour. Donc, ils ont préféré des fonds verts, des maquettes et des lieux naturels, ce qui se voit et qui est appréciable. Maintenant, c'est discret, il y a rien de trop, ça fait pas plastique, ça fait pas fake. Peut-être un peu le moment où il quitte la planète après avoir fait le casse, donc l'épisode 6 de mémoire, puisque c'est le deuxième cycle. Ce moment-là, en tout cas, avec la pluie d'étoiles filantes, est un petit peu trop, un petit peu excessif, mais je repense au moment entre Luten et le rayon tracteur, c'est du Star Wars à 100%, et visuellement c'est super propre, c'est vraiment ultra clean. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a 2-3 moments où les fonds verts étaient un peu dégueux. Le moment où Luten il discute avec Lino, je sais plus, Lino je crois qu'il s'appelle. Donc où ils ont un échange sur une espèce de passerelle à Coruscant. Pas fifou. Ils ont assombri parce que voilà, leurs effets spéciaux étaient pas. Mais franchement, pour une petite série de plateformes, comme diraient certains, c'est super clean. Et les effets spéciaux sont vraiment réussis. Je sais que beaucoup regrettent le manque d'aliens, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'en voir. Ils nous en ont mis quelques-uns sur la fin histoire de faire plaisir là, à l'épisode 10 ou à l'épisode 11 je crois, mais c'est vrai qu'ils ont été un petit peu radins sur les aliens. Moi ça me gêne pas particulièrement, mais je peux comprendre, ça fait même partie de l'identité de la saga. Par contre je suis absolument ravie qu'ils nous aient pas mis un seul fichu Jedi, on n'a pas eu un seul laser, et ça messieurs dames, ça fait plaisir. C'est pas que je les aime pas, hein, ils sont très agréables, mais on a bouffé du Jedi sur des générations. De temps en temps, ça fait plaisir de pas en avoir. Voilà. Après, je pense que quand même, il va y avoir un moment où la Force Jedi va rencontrer la Force de la Résistance, probablement à la saison 2, peut-être Ahsoka Tano, je ne sais pas. C'est le bébé de Filoni, mais je pense que Filoni pourra la prêter à Tony Gilroy pour la saison 2, mais je suis quand même contente qu'il nous ait fait une saison entière sans le moindre fichu petit sabre laser, ça fait plaisir. Mais du coup, on en vient à mon point suivant, visuellement, est-ce qu'on est vraiment dans l'univers Star Wars? Parce que, on n'a pas de Jedi, on a très peu d'aliens, on n'a pas un seul désert, parce qu'ils adorent les déserts dans Star Wars, alors ils adorent surtout le désert de Tatooine, mais ils adorent les déserts, c'est leur truc les déserts. On n'a d'ailleurs pas de Mandalorian non plus, donc est-ce qu'on est vraiment dans l'univers Star Wars? Moi je trouve que oui. Alors il y a des épisodes qui sont plus Star Wars-esque que d'autres. Je pense par exemple tout ce qui se passe sur Narkina 5, où je pense que là ça fait vraiment beaucoup plus ambiance Star Wars que d'autres moments. La fameuse scène de Luten avec son rayon tracteur, c'est du 100% Star Wars. De toute façon les rayons tracteurs c'est du 100% Star Wars. Donc il y a des moments qui font plus Star Wars que d'autres, mais c'est vrai que tu prends par exemple l'épisode 4, quand Cassian arrive sur la nouvelle planète et qui rencontre les gens avec qui il va faire ses trucs de résistance, on enlève le Crystal Kyber et le passage du machin volant de l'armée de l'Empire. Tu peux être dans n'importe quelle autre série du Star Wars, mais est-ce que c'est vraiment si important d'avoir une identité ultra marquée quand on est dans l'univers Star Wars? Si sur l'intégralité de la série et sur l'intégralité de la narration, tu t'y retrouves dans l'univers, ça me gêne absolument pas, et au contraire, je trouve que ça diversifie les horizons de la saga. Et ça, c'est super cool. Différentes propositions, en fait, dans la saga. Comme ça, il y en a un peu pour tout le monde. Alors peut-être que les fans ultimes des 2 premières trilogies seront pas forcément ravis de regarder Andor parce qu'ils vont pas retrouver les codes que eux ils aiment retrouver, mais moi ça m'a fait super plaisir de voir autre chose en fait, d'avoir une proposition un petit peu différente mais qui est cohérente par rapport à l'histoire, qui apporte juste une plus grande richesse je trouve par la diversité de propositions que cette série apporte et qu'aucun autre produit Star Wars n'a réussi à apporter à part Rogue One. Et Rogue One, c'était encore très tonitruant, très héroïque. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus intimiste, et personnellement, je trouve ça extrêmement agréable. C'est comme si tu rentrais dans les coulisses du monde de Star Wars. J'adore. Je vous ai pas parlé de la musique, tout simplement parce qu'honnêtement, très honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur la musique. Il y a aucune musique qui m'a particulièrement marquée, elles accompagnent bien, mais on retrouve pas non plus les thèmes ultra classiques de Star Wars, là encore ça joue peut-être sur le manque d'identification de l'univers. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé que les musiques étaient transcendantes.
soyons honnêtes, quand je réfléchis à la série, j'ai aucune musique qui me vient. Ça, c'est peut-être un poil décevant parce que faut reconnaître que quand même les compositions, surtout de la première et de la seconde trilogie, c'est de très très belles compositions musicales et là ça laisse un petit vide. Ça ce serait le premier point un petit peu négatif, il y a quand même un vide au niveau de l'accompagnement musical, rien de dramatique mais voilà, c'est un petit dommage. Par contre, ce que j'ai trouvé très cool, c'est le rythme de la série. Parce que c'est un rythme qui est absolument pas linéaire, c'est un rythme qui est en dents de scie. Ce que je vous avais expliqué dans ma première vidéo. On va avoir d'abord un arc en 3 épisodes. Épisode de présentation, épisode d'installation de l'intrigue et climax, on va dire. Ensuite, on part sur un autre cycle, présentation, installation, climax, et ensuite, c'est encore plus en 6. Tous nos arcs différents qui vont chacun partir dans la direction. L'arc de Cassian est plus plan-plan parce qu'on a l'histoire de la prison et ça avance peut-être un peu moins vite. L'arc de Luten, il avance très vite au début, puis ensuite il stagne pendant un moment quand il est en discussion avec Saw Gerrera, etc. L'arc de Mon Mothma, il est très linéaire en soi, il n'y a pas vraiment de climax, un acte pour poser l'ambiance et poser un contexte plus général. Chaque fois qu'on la voit, c'est pour recontextualiser la République, l'Empire, tout le machin, le Sénat, etc. Décentrer le regard par rapport à la résistance. L'arc qui accélère énormément à partir de l'épisode 6, c'est celui de Dedra et du BSI, qui là, plus on avance, plus c'est compliqué. Et puis après, il y a l'arc du faux cul. L'arc du faux cul, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est pas le meilleur arc de la saga. Surtout à partir de l'épisode 5 où il s'enterre, le pauvre, c'est quand même triste à regarder. Je pense qu'il sera quand même important pour la saison 2, notamment pour l'importance qu'il va prendre auprès de Dedra, mais de ce côté-là un peu déçu. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les arcs, si au début ils sont un petit peu alignés et ils évoluent un petit peu au même rythme, ensuite chacun va prendre son rythme à lui et sa façon de fonctionner à lui, et aucun arc n'est ennuyant. À part, je vous dis, un petit peu le faux cul, et encore il apporte quand même du schmilblick et du grain à moudre, aucun arc n'est ennuyant, la construction rythmique qui est autour de chaque personnage est intéressante, l'avancée scénaristique est intéressante, on va en parler après, le début est intelligent parce que je pense qu'ils savaient qu'ils auraient du mal à accrocher les gens, parce qu'il n'y a pas de fanservice, il n'y a pas tous ces trucs-là, mais ils ont réussi à trouver un système en cycle pour quand même nous donner un petit peu de climax, un petit peu de combat, un petit peu de badass, etc. et nous introduire un petit peu le sujet qu'ils veulent nous dire, sans que ce soit trop verbeux et trop lent au début, pour accrocher le spectateur, et une fois qu'il est avec toi, à partir de l'épisode 7, tu peux prendre un peu plus ton temps pour installer l'épisode final qui arrive, et surtout la saison 2 qui va être l'apothéose de comment Cassian va s'introduire dans la résistance, et va devenir un personnage assez important pour s'occuper de la mission Rogue One ensuite. J'ai trouvé que la construction rythmique était intéressante, puis tu t'ennuies pas dans un seul épisode, mais il n'y a pas un seul épisode où je me suis ennuyée, pas un seul passage, je me suis ennuyée. Ils sont tous intéressants, et ça c'est super cool. Mais soyons honnêtes, s'ils sont tous intéressants, c'est grâce aux personnages. Je peux pas vous citer un personnage que j'ai beaucoup plus apprécié que les autres, alors je vais quand même essayer de vous faire un top 5 à la fin de cette partie. Les personnages sont tous extrêmement bien écrits. C'est incroyable que ce soit aussi bien écrit. J'ai trouvé ça d'une finesse et d'une intelligence dans l'écriture. Cassian, sa sensibilité cachée derrière une espèce de côté un petit peu braque, d'anti-héros finalement pas très doué, héros malgré lui, qui inspire les gens sans vraiment se rendre compte de pourquoi. Juste dans la débrouillardise, il essaie juste d'en sortir. Il est très égoïste en extérieur, mais au final il a une sensibilité à l'intérieur et il veut pas s'engager et finit par s'engager parce qu'il croise des gens qui sont super motivés. Le petit jeune qui croise là, qui est à fond dans la cause, quand il écoute son plaidoyer, j'étais en mode c'est ça Cassian, vas-y. Il le sait que ces gens-là sont portés par un feu sacré qu'il n'a pas. Le feu sacré de ces gens lui donne envie de lui de connaître ça aussi et lui permet de se dévoiler un petit peu et de sortir de cette position de gars un petit peu qui essaye de jouer le caïd alors que c'est pas vraiment. Bref, j'aime beaucoup ce personnage, j'adore le personnage de Luten qui est sombre et détruit à l'intérieur. À force de vouloir détruire le mal, il n'a pu devenir que le mal et je trouve ça hyper puissant, et la discussion qu'il a avec l'infiltré Lalino, elle est hyper puissante. Marva, qui a quoi 4 scènes dans la série, était quand même hyper touchée par le personnage parce que ce qu'elle incarne, c'est vraiment l'arrière-garde, la vieille garde, enfin moi personnellement j'adore. Dedra et son côté ultra rigide, elle est dure, elle est impressionnante et je trouve que l'actrice l'incarne super bien. Le faux cul, comme je vous dis, il m'est sympathique alors que c'est un gros faux cul, mais on dirait qu'il a une forme de naïveté innocente bizarre cachée derrière ses manies cheloues. Mon Mothma, quand la façon dont elle est coincée en elle-même, etc. On Serkis évidemment, enfin Kino, ils sont tous vraiment très cool. Et si je devais faire un top 5, parce que j'ai essayé d'y réfléchir, alors ce top 5 n'est pas figé, là c'est au moment où je fais la vidéo, si je devais faire un top 5, je pense qu'en 5e position, je mettrais Marva. En 4e position, je mettrais Cassian. Désolé Cassian, mais tu n'es qu'en 4e position. En 3e position, je mettrais Luten,
quand même. Parce que Luthen, il a quelque chose qui me touche beaucoup. C'est vraiment comme ça que je me représente une personne qui sacrifie sa vie pour sa cause. Enfin, vraiment. Ensuite, je mettrais Kino, c'est-à-dire Andy Serkis, qui m'a ultra touchée et je l'ai trouvé hyper inspirant. Et c'est dommage qu'il finisse comme ça parce que vraiment, c'est super triste. Et en première position, je mettrais Dedra. Je l'adore. Elle est géniale. Et j'aime beaucoup Mon Mothma, mais j'avais plus assez de doigts. Voilà. Au passage, n'hésitez pas à mettre votre top 5 personnages en commentaire, on verra si vous avez les mêmes que les miens. Je pense pas que j'ai un top 5 qui est super répandu, mais c'est les personnages qui m'ont le plus séduite, on va dire. Et j'en arrive au dernier point que je souhaitais vraiment absolument aborder avec vous en faisant le bilan sur cette série. C'est ce qu'elle apporte en fait à l'univers Star Wars et l'originalité et la subtilité et l'intérêt scénaristique. Pourquoi pour moi c'est la meilleure série Star Wars devant Mandalorian que j'ai pourtant beaucoup apprécié et une des meilleures propositions Star Wars qu'on ait eu depuis longtemps. Parce que c'est du Star Wars qui ne fait pas du Star Wars. Et ça, je trouve ça hyper intelligent et hyper pertinent. Bon déjà, il y a toute cette histoire qui est pas Jedi, etc. La problématique, c'est pas qu'il y ait des sabres laser ou qu'il n'y en ait pas, enfin, je grossis le trait. C'est au-delà de ça. C'est que cette série-là t'apporte littéralement l'univers de Star Wars à ton échelle individuelle de petits moldus. Tu suis des moldus comme toi, qui n'ont pas la force, qui ne sont pas des élus, qui ne sont pas choisis par le destin, qui ne sont pas choisis par une puissance que tu ne connais pas, qui ne sont pas choisis par leur nom, désignés par leur nom pour faire de grandes choses. En gros, tu suis des gens qui ne sont pas des héros, tu suis des gens lambda. Et c'est la puissance du gens lambda et du groupe de gens lambda qui fait la puissance de cette série. En fait, il y a deux processus d'identification. Il y a l'identification par l'idéalisation du héros, tu idéalises le héros et tu aimerais être lui, et l'identification par le processus de ressemblance au héros. Là, c'est pas tu aimerais être lui, tu es lui. Il est imparfait, il fait n'importe quoi, il fait des bêtises, il se gourre, il est un peu égoïste, il est pas animé par tous les meilleurs sentiments du monde. C'est un humain. Il est complexe et il est proche de toi. Là, pour le coup, tu te fais une identification non pas par l'idéalisation et la volonté d'être plus et de te sortir de ta condition à toi. Tu fais une identification parce que cette personne, c'est toi. C'est vraiment l'intelligence de cette série et c'est l'intelligence de l'apport qu'ils font à l'univers Star Wars. Dans la majorité des propositions, c'est un monde de héros, c'est un monde de chevaliers, ce sont des chevaliers Jedi. Et on a les méchants chevaliers noirs, c'est les Sith. Les chevaliers, ça me fait rêver, la question n'est pas là. Mais je ne suis pas un chevalier. Et je pense très sincèrement que dans le monde de Star Wars, j'aurais probablement pas la force au vu du très peu d'élus qu'il y a. Mais malgré ça, je peux quand même jouer mon rôle et le rôle que je pourrais jouer, c'est ce rôle de résistance. Au-delà de l'écho que ça peut avoir dans notre monde, de toute façon la saga Star Wars, comme toute production artistique, etc., va tirer, on va dire, ses sources, va tirer ses origines de notre monde réel. On est plein de créativité, plein d'imagination, mais on se nourrit de nos propres expériences et de nos propres environnements, et c'est le cas de la saga Star Wars, qui est une production humaine et qui se nourrit donc de notre propre histoire et de notre propre réalité. Tout ce qui s'est passé durant le XXe siècle, les deux guerres mondiales, les montées du nationalisme, le totalitarisme, de l'extrémisme, ce genre de conflits, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la série Andor fait écho à cela en parlant de la résistance individuelle, de la prise de conscience individuelle, des petits actes du quotidien, de se soutenir comme en tant que communauté, etc., de faire attention à nos aînés. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus humain et de beaucoup plus proche des gens et donc de beaucoup plus proche de notre réalité. Là encore, ça plaît ou ça plaît pas. Si tu regardes un film Star Wars pour rêver que tu es un chevalier, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué de comprendre le propos de cette série-là, qui te dit pas « Hey mon gars, rêve que t'es un chevalier », qui te dit « Hey mon gars, les résistants, ils ont les pieds dans la boue et les mains pleines de cambouis et puis toutes les 2 secondes, ils sont menacés de mort. » C'est comme un petit peu lever le voile sur le fantasme et voir un petit peu la réalité un petit peu cracra qu'il y a derrière, mais qui reste tout aussi héroïque. Mais moi, j'aime beaucoup ça et je trouve que ça apporte quelque chose de tellement intelligent à l'univers et de tellement enrichissant au niveau de l'expérience Star Wars-esque que nous propose cette série que j'ai trouvé que ça vaut vraiment ultra le détour. Et si Disney n'avait à nous proposer qu'une seule expérience pour rajouter quelque chose à ce que George Lucas avait fait avant, ça aurait été ça. Les autres trucs qu'ils nous ont proposés, la postlogie et tout ce bazar, ce ne sont que des pâle copie un peu triste du monde de George Lucas. Là, il y a une idée. Là, on apporte quelque chose en plus. Alors, il y a aussi beaucoup d'idées et c'est aussi très intéressant le travail de Filoni dans les différentes séries, The Clone Wars, Rebels, tout le travail qu'il fait autour du personnage de Ahsoka Tano, c'est très intéressant. Je pense que ce que Gilroy apporte et ce que Filoni apporte, c'est 2 regards différents sur la saga, mais 2 regards qui l'enrichissent. C'est pas du copiage. Ils essayent pas de mimer George Lucas, parce que de toute façon, ils ne peuvent pas y arriver. Ils essayent d'enrichir l'univers en apportant un autre regard, et je trouve ça super bien.
D'autant plus que, à l'inverse de Filoni, Gilroy, il tombe pas dans un espèce de fanservice et ça fait très très plaisir. Maintenant, je pense que c'est ce qui pose problème au niveau des audiences de la saga, parce que effectivement, quand tu regardes les premiers épisodes, déjà ça ressemble pas forcément à des Star Wars, et en plus, il y a pas un bébé tout choupi auquel tu peux faire des mimiques et manger des escargots, il y a pas des sabres laser dans tous les sens, il y a pas un Obi-Wan Kenobi que tout le monde connaît, bref, il y a pas de fanservice de l'univers, et je pense que peut-être que ça dessert un petit peu, au sens où elle est plus difficile à vendre. Ce qui serait bien, c'est que du coup, elle se vende au bouche à oreille. J'aimerais vraiment que ça permette de faire remonter la série dans les audiences. Franchement, ça paye pas de mine quand tu la regardes de loin, et je crois que personne n'avait parié un seul copec sur la bande-annonce de cette série, à part moi parce que j'adore Rogue One, mais je pense pas que grand monde avait parié beaucoup sur Andor, et au final, pour moi, c'est l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure production Star Wars de ces dernières années. Du coup, si je fais le bilan, honnêtement, je ne peux que vous recommander de regarder la série si ce n'est pas encore le cas. Allez-y, et si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez apprécié autant que moi parce que j'ai passé un très très bon moment. Chaque semaine, j'attendais avec ultra impatience le nouvel épisode, je le regardais le jour même, j'étais tout le temps à fond, j'étais tout le temps hyper motivée pour me trouver du temps dans mon planning, pour me regarder mon nouvel épisode d'Andor. Je me suis attachée à tous les personnages, je me suis attachée à l'univers, j'ai qu'une hâte, c'est de me replonger dedans dans la saison 2. J'ai même pas eu l'impression d'avoir regardé 12 épisodes, tellement c'était devenu un rendez-vous quotidien important. J'ai pas eu ce sentiment que c'était long, que j'étais perdue, etc. La construction scénaristique fait que à aucun moment j'ai perdu ma route, qu'au contraire on a eu une progression qui a commencé lentement et qui petit à petit en crescendo va vers des trucs beaucoup plus héroïques et beaucoup plus grandioses. J'ai beaucoup aimé le dernier épisode qui m'a un petit peu tiré les larmes. J'ai été émue, cette série m'a touchée intellectuellement au niveau de la réflexion qui est apportée, au niveau du regard qui est posé sur l'univers de Star Wars, au niveau du sens du sacrifice, du sens de l'abnégation et aussi de l'égoïsme de l'être humain et une réflexion sur le confort et une réflexion aussi sur la rigidité des systèmes et sur le fait que des grosses machines comme l'Empire sont des entités à part entière qui sont nourries par plein de petites personnes qui ne font que leur travail et qui voient pas forcément la portée de leurs actes et par d'autres trop zélés qui sont prêts toujours à aller trop loin, plus loin pour impressionner, pour se faire une place dans cette grosse machine. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant, enrichissant intellectuellement, avec de l'action, avec des événements qui se passent, tu ne t'ennuies pas. C'est pas ultra verbeux, c'est pas vaseux, c'est pas stagnant, c'est super intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et je terminerai cette vidéo avec un top 5, mes 5 moments favoris de ces 12 épisodes. En 5e position, j'ai mis l'épisode 6 et la conclusion dramatique de l'évasion de Aldhani. Alors pas le moment où ils sont, où c'est effectivement magistral visuellement mais un peu trop fake pour moi, donc le moment où ils sont dans les étoiles filantes, mais la scène après avec le petit jeune qui a écrit son plaidoyer et qui va le léguer à Andor, ça m'a un peu attristée et j'ai trouvé que cette scène était assez dure et plutôt touchante. Et puis elle est importante dans le parcours d'Andor en plus, donc c'est très intéressant. En 4e position, on saute à l'épisode 10 vers une scène dont je vous ai parlé dans la vidéo, c'est la discussion entre Luten et son infiltré Loni. Cette discussion, je la trouve hyper importante parce qu'elle montre vraiment et elle parle vraiment du propos et du regard qui est posé sur la résistance dans la série. Donc en soi, c'est pas une scène qui est magnifique, les effets spéciaux sont pas transcendants, le fond vert est un peu crafouilleux, mais par contre, le contenu du dialogue et de ce que dit Luten, c'est ultra fort. En 3e position, c'est même pas une scène, c'est une réplique. Le moment, je crois que c'est à la fin de l'épisode 9, quand Andy Serkis dit « pas plus de 12 ». C'est le moment où tu vois tout son monde s'effondrer. Un mec qui avait confiance dans ce système, qui pensait réussir à s'en sortir, qui pensait aider les hommes qu'on lui confiait à s'en sortir, tu vois s'effondrer sa foi en fait en ce système et tu le vois en fait se transformer et t'imagines, enfin tu perçois à peine le grand bouleversement qui est en train de se passer quand tu dis pas plus de 12, il a pris sa décision et cette réplique elle est ultra puissante, en plus elle conclut l'épisode et t'es en mode « Ah, c'est fini !» Du coup, elle m'a hyper marquée. En 2e position, on va au dernier épisode avec la scène musicale autour de Marva dans les rues. Je l'ai trouvée super touchante. C'est là que j'ai versé ma petite larmichette. L'organisation, la façon dont se positionne l'Empire, etc. Enfin, tout ça, cette espèce de puzzle est hyper touchant. La confrontation, ceux qui marchent avec leur musique, etc. Enfin bref, je trouvais que cette scène était vraiment... C'est une très belle scène de conclusion. Je pensais pas personnellement que c'était ça qu'on allait avoir au dernier épisode. Je pensais qu'on allait avoir ce qui se passe de l'autre côté avec Guerrera, etc. Et le fait qu'on ait ça au dernier épisode et que ce soit le climax final, j'ai trouvé ça très cool et très bien fait. Et on termine avec la première position, ma scène préférée où j'ai souri comme une gosse et je te demande « Ah, dans vos gueules !» C'est la scène où Luten se retrouve confronté au rayon tracteur, mais cette scène, elle est géniale. Je sais pas si elle est réaliste selon la science de Star Wars et je m'en fiche, cette scène est génialissime, j'ai surkiffé, j'avais le smile jusque là. C'est ma scène préférée de la série. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette longue vidéo bilan sur Andor jusqu'au bout. Au moment où je conclue le tournage, je suis à 45 minutes. Je vais essayer de vous réduire et de cutter un peu tout ça. Mais c'est pas ma faute, je suis super enthousiaste autour de cette série. J'ai passé un super bon moment. Et en plus... Même si j'étais de base hypée parce que ça parle de l'univers Rogue One, j'ai
pas commencé à partager de suite mes avis sur la série parce que j'avais peur que ça parte en cacahuète. Ça fait quand même un moment qu'on a ce petit problème avec Disney. Autant sur sa franchise Marvel que sur sa franchise Star Wars, disons-le. Donc maintenant, je marche sur des œufs, je ne m'engage pas avant de savoir si c'est bon ou pas. Et là, franchement, je suis partie en faisant attention. Et une fois que j'étais dans l'univers, j'y suis allée à fond et j'ai passé un super bon moment. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre top 5 personnages et votre top 5 des meilleurs moments de la série. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez regardé, pas encore, si vous souhaitez le faire ou pas, si cette vidéo vous a convaincu. Je l'espère, que comme je vous l'ai dit, personnellement, je mise sur le bouche à oreille pour convaincre Disney de continuer dans cette optique-là. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour me soutenir dans ce que je fais. N'hésitez pas également à vous abonner, c'est gratuit, c'est juste en dessous, ça me soutient et ça vous permet d'être tenu au courant, surtout si vous activez la cloche des sorties de vidéos, des posts communautaires, etc. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très très bons visionnages, peut-être un binge-watch des 12 heures d'Andorre. Je vous dis à très très vite. Ah, je suis comme une petite mamie avec mon plaid et mon petit thé là, en mode... Enfin, mon petit thé... Non, si c'est un thé au lait. Si la luminosité est pas ouf, c'est parce qu'il est 22h. Donc là, je tourne uniquement à la light. D'habitude, j'ai la petite lumière naturelle qui vient de par là. Ah, mais j'ai peut-être modifié un peu. Utilisant les settings. Peut-être un peu surexposé là. Hop. Allez. Allons-y, let's go. C'est parti les amis, nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. C'est référence culturelle que j'ai. Il est pas trop mignon mon mug. Regardez, j'ai un renard pour l'automne et pour l'hiver j'ai un raton laveur. Évidemment, c'est une référence au grand raton qu'est Shizzle. Je sais pas si vous connaissez Shizzle. Mais il faut trop qu'il ait ce mug. Vous trouvez pas que ce serait trop bien pour ses lives? Vous devez en avoir marre de mes histoires de mug, sérieusement. Je suis désolée. Puis ils se la pètent les Jedi, franchement. Ils ont quelque chose de... Ils se la pètent trop. Et c'est pas pour rien que les voitures ressemblent à des visages. Et c'est pas seulement de la... Comment ça s'appelle déjà? Et c'est pas seulement lié à l'appareil de lit. Elles ressemblent littéralement à des visages, c'est-à-dire que... J'ai trop parlé. Comment je peux parler non-stop pendant 45 minutes? Tu veux m'étonner qu'après je suis crevée. Presque plus de place et j'ai presque plus de batterie. Donc je vais vous laisser là. De toute façon, j'ai trop blablaté. Allez, je sais plus à quelle partie je me suis mise à trop parler. J'étais en roue libre. Enfin bon bref, j'espère que vous aimez cette vidéo, merci de l'avoir écoutée jusqu'au bout, merci d'avoir suivi ces scènes post-génériques. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, encore une fois, ciao.